j'ai traversé, pendant ma vie d'enseignant, j'enseigne depuis 85, donc ça veut dire que ça fait 40 ans que j'enseigne, j'ai toujours fait de la recherche, et j'ai toujours eu un bureau petit, mais j'ai toujours un vrai bureau pour mener des expériences de laboratoire. Et dans ces moments d'invention, très liés à l'évaluation d'ailleurs, parce que je viens de sortir un autre livre qui s'appelle « Entre évaluation et invention » aux éditions du Moniteur, je me suis rendu compte que ça se situait entre l'abri et l'ouvert. Pour le dire vite, la notion, je ne vais pas dire concept, mais la notion que je vous propose de partager avec vous, et donc ensemble ce soir, c'est cette notion d'abri et d'ouvert. Pour l'illustrer très vite, je faisais partie aujourd'hui du Grand Prix pour désigner notre futur Grand Prix d'urbanisme. C'était aujourd'hui, donc j'étais dans un abri vraiment fermé, c'est-à-dire que j'étais dans les salles basses de la Défense depuis 9h moins le quart jusqu'à maintenant, et vous voyez ce que c'est, c'est-à-dire que vous n'ouvrez pas les fenêtres, vous êtes climatisé, et je savais qu'en arrivant chez vous, ça serait un autre abri. Et j'aime cette idée de savoir, du coup j'ai passé 8 heures là-bas, j'étais content, c'est mieux comme inversion que de passer 8 heures ici où il fait encore un peu chaud en fin de journée, mais les questions se posent bien entre ce que j'appelle l'abri et l'ouvert. Pourquoi? Parce que chaque fois que j'ai eu à traiter un problème d'architecture, j'ai toujours vu des gens qui me disaient « va du côté de l'abri ». Que ce soit dans les grands mouvements sociaux, quand je démarre au début, je travaillais avec les vulnérabilités, je me suis occupé des Alzheimer, des foyers de Sonacotra, des foyers de jeunes travailleurs. Et c'était toujours très étonnant la façon dont on voulait, pas enfermer les gens, mais les mettre à l'abri, ce qui est une référence utile dans un bien commun, mais ils étaient parfois trop à l'abri. C'est-à-dire que quand je suis avec la Caisse des dépôts et que je comprends que les foyers de jeunes travailleurs, on leur fabrique des logements individuels, parce qu'évidemment la question était est-ce que vous voulez des douches collectives? C'est sûr que ce n'est pas très pratique à 20. Ils avaient, dans un référendum idiot, à une question, une réponse, répondu sur cet ISO-là. Et donc, ça m'avait choqué. La première image que je vais vous montrer après celle de la couverture, c'est une école. Et de la même manière, que ce soit une école, une université, on cherche toujours à mettre les gens, de mon point de vue, trop à l'abri. Et c'est vrai que quand j'ai croisé par hasard et par mécontentement, parce que ça m'a été imposé, la première inondation à Romorantin, hein, j'avais fait un dessin, je ne vous le présente pas ce soir, mais c'est un peu ça qu'a lancé le bureau sur la question des risques naturels. Je reprends le ministère de l'écologie, hein, ce n'est pas mon vocabulaire à moi. Évidemment, on me dit, puisqu'il y a une inondation, il faut mettre tout le monde à l'abri. Et là aussi, le chemin que je fais, c'est de se dire que c'est raisonnable de mettre les gens en prudence face à l'aléa, mais que ce n'est pas l'abri qui règle le problème. Et c'est vrai que chaque fois que ça casse et que je me retrouve sur un endroit où il faut parler, on me dit toujours, et c'est là vraiment à vous que je m'adresse, pourquoi les architectes ne font pas des choses plus performantes, plus solides, plus à l'abri, plus résistantes. Et je crois qu'il existe un autre chemin, celui que je vais vous montrer ce soir, celui d'une certaine manière qu'on expose en ce moment à Venise, parce qu'avec cette question des vulnérabilités que j'ai conduit en association avec Jacob McFarlane et Martin Duplantier, bah, finalement la France s'est dit que c'était un sujet qui pouvait intéresser. Et quand même, pour dire un mot sur le pavillon français, on a fait un truc qui n'est pas à l'abri, parce que c'est le pavillon français qui est en travaux aujourd'hui, c'est-à-dire que pour le dire gentiment, et je le dis devant la tutelle, il fait des travaux d'isolation, il change ses verrières et il va mettre une clim. Et vraiment, je me suis battu pour que on prenne un autre chemin avec l'architecture, c'est vraiment une métaphore architecturale, c'est-à-dire de traverser la nature des jardiniers pour atteindre le canal. Le jury français a trouvé ça intéressant, on était sûr de nous, et quand on arrive à la Biennale de Venise, et qu'on dit à la Biennale, qui sont quand même des vraies institutions, qu'on va, un, s'installer dans les jardins, deux, les traverser, et trois, jusqu'à l'Aqua Alta, ils nous ont dit, il n'en est pas question. Donc, il a fallu quand même batailler 4 mois pour avoir les autorisations de s'installer là, avec des questions comme est-ce que si on se met dans la nature, on est au plus près, et être au plus près, c'est prendre soin. Je ne veux pas vous faire une leçon sur le Caire, mais que finalement, on leur a démontré que si on n'arrachait pas les choses, qu'on se rapprochait, et en se rapprochant, on pouvait ainsi faire une autre attitude. Et c'est vrai qu'on s'est rapproché, et c'est presque une petite blague que j'ai faite le jour de l'inauguration, jusqu'à cette Aqua Alta, dont je rêve qu'avant la fermeture du pavillon, si vous venez, vous m'appelez et je vous le ferai visiter. Plein de gens disent que c'est affreux, plein de gens disent que c'est pas bien, mais plein de gens disent que c'est un chemin. Moi, ça me va
comme nature de débat, avec cette idée que j'aimerais bien que l'Aqua Alta, ça sera plutôt septembre, octobre, je refais une conférence le 21 novembre, là-bas, elle soit là, soit au rendez-vous du plus près. Donc, voilà le sujet. J'ai tout dit, c'est-à-dire que je pense que qu'on soit étudiant, enseignant, architecte, trouver le vecteur possible de l'endroit où on se situe entre le tout abri et le tout ouvert. Vous voyez bien, même Mayotte a posé cette question-là, je veux dire, il y a 6 mois, Derna, il y a 1 an, est une question, à mon avis, réellement d'invention architecturale. La couverture du bouquin, c'est évidemment, je ne veux pas vous présenter que des projets à moi, hein, je ne fais jamais ça, je ne fais pas assez de projets pour faire ça. C'est un dessin de Diana Balmori avec Rem Koolhaas sur l'après-Sandy. Mais bon, ce sera le dernier projet que je présenterai. Mais pour vous dire qu'il y a quand même des attitudes, c'est un projet qui ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, le projet qui se fait à Manhattan, à Hoboken, c'est un projet d'abri. Je veux dire, la digue de Big, c'est un projet d'abri. J'ai encore vu le chantier, c'est des murs de 5 mètres qui mettent Manhattan à l'abri. Alors que Diana ne mettait pas les choses à l'abri. Et donc, je vous parle là d'un dessin que je fais en 1990. Pardon, je sais qu'Architecture Studio, c'est formidablement rajeuni, mais j'ai croisé dans les escaliers de la Biennale et Martin Robin et Rodo Tisnado qui m'avait dit « Préviens-nous quand on est là, mais, enfin quand tu seras chez nous ». Mais je veux dire qu'en 90, je m'intéresse aux écoles parce que la ville nouvelle de Sénart a un gros problème de nombre de population. C'est une ville qui déjà en 90 vieillit et se demande s'il faut faire des écoles ou pas, ou les conserver par rapport à celles qui étaient construites. Je fais une évaluation avec le Centre scientifique et technique du bâtiment, Michel Conan, des écoles de Sénart, pour aider Jean-Jacques Fournier, président du SAN, à prendre une décision. Et on se balade quand même pendant 2 ans, et on regarde que des classes qui font quand même, je le rappelle, mais vous en faites tout le temps, pas au sens de la critique, mais c'est ce qu'on nous demande de faire, des classes de 50 mètres carrés, que j'appelle quand même des boîtes à sardines, et on fait des bibliothèques de 60 mètres carrés, qui sont aussi des bibliothèques dans lesquelles on ne peut pas enseigner la lecture. Et donc j'ai écrit un petit livre comme ça, c'est pour ça que je parle de l'évaluation, qui, d'une certaine manière, critique le programme architectural, les grandes habitudes de fabrication de l'architecture, des choses qui, sur la ville de Sénart, sont multipliées, quelle que soit la qualité des architectes. Il y avait quand même Vasconi, il y avait Stanislas Fischer, Alain Sarfati, il y avait plein de gens très bien, mais les classes font toujours 50 mètres carrés et les bibliothèques 60 mètres carrés. Et donc j'écris ça pour dire que à équivalence d'argent, on pourrait faire autrement. Et puis je gagne un concours avec Sarfati à Saint-Germain-en-Laye, et puis du coup j'ai la possibilité de construire une école. Eh bien, les thèmes qui étaient dans le livre sur l'évaluation, c'est-à-dire comment, à correspondance égale, on peut changer les choses, ben on a pris la même surface utile de l'école, c'était 2700 mètres carrés, et j'ai proposé à Michel Péricard de modifier très largement l'attitude de cet abri scolaire en supprimant la totalité des couloirs, ce que vous voyez sur ce dessin-là, il n'y a pas 1 mètre carré de couloir, et finalement en transférant le couloir vers ce que j'appelle une circulation abritée, et en faisant ça, eh ben, quand vous savez qu'une surface de couloir dans une école représente de l'ordre de 40%, on a augmenté la totalité des classes et elles font aujourd'hui, dans ce bâtiment-là, pratiquement 100 mètres carrés. La deuxième chose qu'on fait, c'est de rendre autonomes les sanitaires, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller aux sanitaires à horaire fixe, eh bien, on se dit que c'est comme à la maison, on les met en proximité de la salle de classe, c'est-à-dire que vous pouvez y aller en sortant de votre chaise et puis revenir à votre chaise, ça évite les problèmes de fugue des enfants. Et donc on fait comme ça une des premières écoles dans un quartier qui a une bibliothèque de 150 mètres carrés et d'immenses classes. Bon, j'ai 28 ans quand je construis ça, on en pense qu'on en veut, mais j'avais fait déjà une première tentative d'inverser le dispositif topologique, encore plus que typologique, pour se dire qu'on pouvait finalement faire des espaces qui étaient entre la grande tension dialectique des écoles, entre ce que j'appelle les jeux et la surveillance. Pareil pour les cours de récréation, j'avais noté que tout ce qui n'était pas surveillé ne pouvait pas être cours. Et donc, ce n'est pas des cours de récréation, j'avais carrément appelé ça des espaces de jeux surveillés. Pour être plus clair, s'il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de jeu, mais s'il n'y a que surveillance, ce n'est plus une école. Et je dis parce que je finis une autre école en ce moment à Romorantin, et c'est vrai que c'est pareil, j'essaye de faire venir la famille dans l'école, sans qu'elle dérange la classe, que j'essaye de faire venir le quartier dans l'école, et tout ça,
ce sont des questions d'architecture. C'est-à-dire que si vous voulez mutualiser une salle polyvalente, mais que vous n'avez pas les sanitaires et la porte, vous pouvez toujours rêver d'un grand système éthique, moral, mais vous prêtez une fois votre école et vous la prêtez pas deux. Même moi à la maison, je suis obligé de fermer certaines pièces pour que mes enfants, je les trouve encore à peu près supportables. Donc on sait qu'on est tous comme ça dans des tensions du plus au moins. On me demande, ça c'est le ministère des universités, enfin on va dire de l'enseignement supérieur, de dire un mot sur les bibliothèques. Mais là cette fois-ci des constructions de bibliothèques. Et donc je fais toujours pareil, c'est-à-dire que je vais sur les lieux. Et donc là je pars sur le campus de Frascati, et je pars évaluer la bibliothèque dessinée par Ralph Erskine, qui est vraiment pensée. Je rencontre Ralph Erskine, un monsieur qui n'est plus là aujourd'hui, mais quand même pratiquement un gars des Siam. Hein. Vous voyez, mes copains à l'époque, c'était Erskine, c'était Lucien Kroll, avec qui je regardais beaucoup de choses. Et il fait cette bibliothèque, vous voyez, c'est ce petit carré, c'est quand même à 84 mètres par 84, et il le flanque sur le milieu de la grande linéarité du bâtiment universitaire. Il considère que le bâtiment en peigne de l'université est possible pour donner des cours, mais n'est pas possible pour se recréer, n'est pas possible pour trouver un autre chemin vers un plaisir de l'enseignement, n'est pas possible pour fabriquer de la vie associative. Et vous connaissez les Suédois, ils ont une vie associative, une vie démocratique, ils s'organisent. Et donc il met entre les deux, sa bibliothèque et Södra-Huset, il met cette grande faille qui est devenu un des lieux les plus importants de l'université. Donc, il fabrique une faille, un grand carré, et dans le grand carré, il sépare très clairement la vie du personnel, c'est-à-dire la vie de ceux qui s'occupent du livre, de ceux qui vont les lire. Et d'ailleurs, la bibliothèque a un tel succès, ça, on a évalué les temps de lecture, c'est devenu plutôt des salles de lecture, les livres sont peu usités, mais ce sont des endroits qui vous font un lieu absolument extraordinaire, du côté de l'ouvert, et même il y a un moment, un des 4 carrés, il l'ouvre, hein, c'est celui qui est celui-ci, et il l'ouvre parce que existe 2, 3, 4 arbres absolument extraordinaires de ce lieu. Voilà la faille que Erskine construit, où là, réellement, il explique aux universitaires que c'est un lieu où peut se jouer des choses tout à fait différentes de ce qui se joue dans les salles de cours ou dans les salles de lecture. C'est une première topique dont je vous parle, hein, je pourrais la décliner sans fin, qui m'a été tout le temps reprochée. C'est-à-dire que cette idée de sortir du fonctionnalisme, cette idée de sortir pratiquement de la période moderne pour aller vers une période qui aurait été celle d'un bien commun, de la recherche d'un bien public, est quelque chose que j'ai pourtant longtemps mené, ça a été pratiquement le chemin jusqu'à mon doctorat, mais je veux dire qu'avec ça, j'ai eu aucun succès. De toute manière, j'ai jamais eu aucun succès, mais c'est pas ça que je cherche. Mais ça a été plus qu'aucun succès. Je l'ai enseigné à Val-de-Seine pendant 20 ans. Ça s'appelait les usages. Vous voyez, cette idée que la vie des humains dans l'architecture pouvait aussi nourrir l'invention architecturale. On ne peut pas dire que Lucien Kroll, bon, à part si Bouchin s'en était un peu occupé, aurait eu autant de succès. Mais je pense qu'il reste là, dans ce lieu entre évaluation, usage et invention, un truc très important. On peut dire que ça, c'est 15 ans de ma vie qui... Il marche encore le micro ou... Ouais. 15 ans de ma vie qui sont un peu un chemin tout seul à écrire des petites choses, mais j'étais quand même très content quand j'ai réussi à transformer des foyers Sonacotra sur ces dispositifs-là. C'est vrai que quand vous les visitiez, c'était quand même des chambres de 4,5 mètres carrés ou des chambres de 7,5 mètres carrés. Et quand le président de la Sonacotra m'appelle, c'est pas du tout parce qu'il a une révélation éthique en se disant « Tiens, je vais loger mieux mes migrants qui logeaient depuis 30 ans dans ces endroits-là ». C'est simplement parce que les travailleurs migrants eux-mêmes ne voulaient plus louer ces chambres-là et partaient dans le parc privé. Donc, on intervient souvent à des moments de grande rupture, qui ne sont pas toujours éthiques, mais peut-être souvent plus économiques, qui sont très importants. C'est ce qui se passe en ce moment, de mon point de vue, sur les risques naturels. Vous voulez que je me taise? Le micro, c'est parce qu'on enregistre au travers. Ah, c'est lié. Et là, vous n'entendiez rien en vrai. C'est pour ça que vous aviez l'air content. Non, j'étais content. Je pense que c'était une fréquence qui commençait à... Je parle trop haut, trop bas? C'est mieux là? Donc vous voyez bien, la topique sur l'usage, elle a été vraiment chiante, y compris en matière sonore. Elle a aucun succès parce qu'on dit, est-ce que c'est pas un retour au fonctionnalisme que de s'occuper de ça? Mais voilà, la question économique,
sur la Sonacotra, sur les foyers de jeunes. Je vous assure que c'est des sujets qui, étonnamment, reviennent là maintenant en situation. Les risques naturels, vous avez compris, je vous le dis vite, je les croise vraiment de manière pénible. Je gagne un concours de 400 logements à Romorantin, c'est la transformation d'une friche industrielle. Je donne la date, on est en 2007. C'est-à-dire qu'en fait, c'était passé Katrina en Louisiane, mais je n'étais pas allé voir. N'était pas encore arrivé Xynthia, 2010, en Vendée. Donc je fais un dessin en 2007 et je dessine vraiment le quartier de 400 logements comme je sais faire, c'est-à-dire pensant que je sais faire une ZAC, quoi. Et au bout de 2 ans, la préfète m'appelle en me disant, je crois qu'elle va me dire que c'est formidable qu'on démarre, parce qu'on avait réglé la friche, le patrimoine, on avait un bâtiment à Innebic, on avait des pollutions à n'en plus finir. Et pas du tout, elle avait un gars comme toi à côté d'elle, mais sauf qu'il travaillait chez un Girop et il avait prévu sur cet endroit-là 1,20 m d'eau, plus 30 cm de précaution, parce qu'il fallait de la précaution. Évidemment, mon promoteur privé est parti dans la soirée, m'a quand même laissé 2 ans d'honoraires en suspens, et il a fallu que je trouve une idée. Et les inondations annoncées, je n'y connaissais rien, mais dans la topique sur ce que j'appelle l'usage et l'arbitrage éthique, j'avais mis en place ce que j'appelle une théorie de maïotique entre l'abri et l'ouvert. C'est-à-dire que je savais organiser des réunions d'engueulade pour que 2 personnes jamais d'accord, par exemple le maire de Saint-Germain ou l'inspecteur de l'éducation nationale pour son école, 2 qui représentaient la même chose mais de façon différente, puissent se disputer jusqu'à ce qu'on commence à avancer vers une hypothèse. Je leur ai dit, comme le maire était vraiment un bébé Mitterrand, je lui ai dit, toi tu seras l'homme de gauche et tu défendras ta cité. La préfète était vraiment à droite, je l'ai mise dans la main droite. Et je leur ai dit, on se voit tous les mois. Et j'ai fait un tour du monde pour voir tous les endroits qui avaient cassé. Et j'ai fait comme avec les écoles. C'est-à-dire que comme je ne sais pas grand-chose, je suis allé voir la Louisiane, du coup, je suis allé voir les Pays-Bas, je suis allé voir le Japon et les tsunamis, je suis allé voir des choses de mangrove à Rio de Janeiro. Et déjà, les Japon commençaient à construire 400 km de digues sur toute la côte Est. Hein. Vous voyez, on était dans des moments où on commençait à fermer les littoraux par des grandes barrières. Et je suis à Hiroshima où un ingénieur, pas un architecte, Yoshio Nakamura, propose ce dessin-là, qu'il a construit, réalisé. C'est-à-dire que lui aussi fait une évaluation, se rend compte que l'archéologie de la rivière découvre des épis, que des épis sont des systèmes de régulation de dynamique de l'eau absolument formidables, et que sur le côté, ces grandes banquettes à 2 niveaux, vous le voyez sur le dessin, ces grandes banquettes à 2 niveaux sont dans la grande tradition japonaise. C'est pour ça que j'étais fou de joie de me trouver avec quelqu'un qui parlait des pratiques. Ce sont des endroits d'où on découvre le fleuve et c'est comme ça qu'on se l'approprie. Vous voyez, pour des gens qui avaient en plus vécu la bombe A, un truc compliqué, continuent à marcher au bord du fleuve et en même temps maintiennent une convivialité avec la nature. Vous comprenez bien là, je me dis que c'est un des exemples formidables de non-abri ou d'abri ouvert. C'est-à-dire que c'est chacun qui, dans sa promenade, comprend la force de l'eau et qui, dans sa promenade, peut reculer, se mettre à distance ou se mettre à l'abri. On est loin des systèmes que je couvre à Mandelieu où les gens descendent dans leur voiture à la première crue pour sauver la voiture et ça fait 8 morts en 2015. Voyez, mais à ce moment-là, j'étais pas encore dans cette temporalité. Et c'est vrai que Yoshio fabrique finalement une immense pelouse, mais comme les Tuileries ont été inventées, avec cette idée que le spectacle du fleuve est peut-être la façon dont on se protégera le mieux des inondations. Ce rapport spectacle-pratique, finalement, comme un jeu qui s'engage dans notre quotidien. C'est-à-dire que comme chez eux, c'est très ritualisé, puis en plus, il y a la fête des cerisiers, on est sûr de croiser régulièrement la présence du fleuve, auquel d'ailleurs on donne une forme de divinité, auquel on confie l'envol de ses âmes. Et donc, tout ce jeu de ritualisation que j'avais dans les écoles, voyez, que j'avais dans les résidences Alzheimer, commence à se retrouver dans les premiers dessins sur l'inondation. Et en même temps que ça fabrique des lieux, ça fabrique des stratégies, et je me trouve confié d'une maison individuelle avec un client compliqué. On est sur l'île Saint-Germain, en face du bâtiment de publicité de Jean Nouvel, où j'ai en fait 2 clients. J'ai un client, la parcelle fait 19 mètres de large et elle fait
60 mètres de long. J'ai un client qui est propriétaire du terrain. À chaque fois, je suis dans des situations humaines assez intéressantes. Vous voyez, le préfet, enfin la préfète et le maire et l'inspecteur de l'éducation nationale, le président de la Sonacotra et les gestionnaires de la Sonacotra. Ici, j'ai 2 clients sur cette île. Un client qui a une maison qu'il a fait construire à la façon Richard Meyer, toute blanche, et puis 500 mètres carrés et trouve qu'elle se salit trop vite. Et un deuxième client qui est propriétaire du terrain. Et donc, je sens bien que c'est dans une association avec les deux qu'on peut faire le projet. Et je leur dis, je fais d'abord des dessins où je dessine. Vous voyez, il y a les maisons, il y a une maison de Stark, une deuxième maison de Stark, la maison de Nouvelle. Et je leur dessine au premier une maison de 10 mètres et à l'autre, je fais une maison de 9 mètres. Et ils trouvent ça un peu pas intéressant. Et la scène est quand même au bout du jardin. Et je leur dis, écoutez, si on prenait les choses à nouveau, parce que vous allez avoir des inondations, Santigny en parle un peu, mais pas beaucoup, mais il y a quand même un PHEC, un plus haute eau connue à affronter. C'est même une des conditions pour exister. Et chacun avait déjà pris une position, j'allais dire, symbolique forte. Nouvelle, il fait croire que son bâtiment de publicité, il flotte sur son parking comme sur une mare, c'est-à-dire qu'il dessine en gros un bateau de guerre sur une nappe d'eau. Stark qui nous dessine une maison de corsaire. Et je me dis quelle attitude prendre avec l'inondation. Et en fait, je leur dis, première idée, on se met le plus loin possible du terrain, parce qu'il y a 50 cm, voire 70 cm entre le niveau de la rue et le niveau du quai. Donc finalement, c'est 70 cm de mieux à l'abri, hein, c'est presque une des tables de l'Aqua Alta de Venise. Donc on se met au plus loin, et je vous propose de faire quelque chose qui ressemble à un truc un peu solide, un rocher. Alors tout le monde est content, on se dit qu'on va construire un rocher, pas au bout du jardin, mais à l'entrée du jardin. Pour faire un rocher, ça ne se fait pas avec 10 mètres et 9 mètres. Donc évidemment, il faut fabriquer un simple volume pour 2 maisons. C'est en fait une maison et un bureau. Étonnamment, quand je fais ce dessin-là, ils sont vachement contents parce qu'ils ont chacun l'impression d'avoir une maison du double de ce qu'ils auront en vrai. Donc symboliquement, ça flatte de temps en temps des égos. Donc ils se disent, il y en a, il a sa maison de 800 mètres carrés, mais il a l'impression qu'elle en fait 1500, et pareil pour l'autre. Donc évidemment, je mets une entrée d'un côté, une entrée de l'autre, que personne ne comprenne les entrées, et après, on fait... Merde. Il manque une image, mais c'est pas grave du tout. Et après, à l'intérieur de la maison, ce que vous avez là, on organise tout ce qui va être ouvert. C'est-à-dire que si je pars sur l'abri maximum avec le rocher, je pars ensuite sur l'ouverture maximum avec la nature. C'est-à-dire que pour continuer ma théorie du départ, si vous faites des choses trop étanches, en fait, vous devenez étanche à la nature, donc vous ne la comprenez pas, et vous devenez étanche aux autres. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, et vous ne comprenez plus les autres. Et pourtant, chaque fois qu'il y a une inondation, on a besoin d'une solidarité avec les autres, et on a besoin d'une compréhension de la nature. Donc, vous comprenez que l'abri, il est réclamé. Là, je suis en train de démarrer le Pas-de-Calais. Tout le monde me dit, Eric, mets-nous à l'abri. Il est toujours réclamé symboliquement. Donc, le dessin, c'est la symbolique du rocher, mais l'ouverture, c'est la nature. Donc, on fait tout bouger. C'est des clients qui ont des moyens. Là, on n'est pas à la Sonacotra avec des pièces de 4,5. Donc, la vitre de 10 mètres de large s'enfonce complètement dans le sol. La piscine monte et descend. Le sous-sol peut se noyer complètement. Tout bouge. Donc, on est dans un jeu. Scarpa fait un peu des choses comme ça avec une maison qui est très fermée et une maison qui s'ouvre complètement. Donc, ce sont des nouvelles expériences qui font qu'à un moment, le plaisir d'affronter la tempête est le même que de s'en mettre à l'abri. Et je pense que la réponse se tient à peu près entre ces deux eaux-là, pour ne pas faire de jeu de mots. C'est-à-dire qu'il nous faut à la fois le maintien à l'abri et l'ouverture vers l'événement. C'est ça qui a manqué à Valence. Vous voyez bien, à Valence, on perd quand même 300 personnes parce que personne ne comprend bien ce qui se passe. D'ailleurs, je suis très saisi qu'il n'y ait pas de différentiel entre ce qui se passe dans les montagnes et ce qui se passe dans la plaine. Ce n'est pas du tout la même inondation. Donc, je fais ce métier-là, abri ouvert. Romorantin, on le construit. Personne ne pense que l'inondation va venir. Même le maire ne comprend pas que c'est un abri ouvert que je dessine. Hein. Les négos ne sont pas simples. D'ailleurs, c'est quand même 80% m'impose l'État réservé à la nature, ce qui fait l'ouvert. 20% à l'architecture, avec en plus des bâtiments à conserver. Mais ils ne veulent pas de
déblais ni de remblais, hein, ni de bosse ni de creux. Et finalement, je dessine un nouveau quartier, je ne fais pas 400 logements, mais 180. Et au bout d'un an, les services de l'État me disent, Eric, on voit que tu avances bien, on aimerait bien que tu nous fasses un bassin de rétention pour garder tes pluviales. Je leur dis, super, je vais convoquer mais alors tout le monde, parce qu'il y a 2 ans, on m'a dit, pas de déblais, pas de remblais, maintenant vous me demandez un rétention. Comment je fais un trou si je ne peux pas creuser? C'est des trucs absolument passionnants comme réunion, parce que je remets autour de la table l'ensemble des acteurs en silo de la DDT, mais pareil des services techniques de la mairie, et on se demande ce qu'on fait avec la terre. Finalement, on fait un trou. Qu'est-ce qu'on fait avec la terre? Je fais des bosses sur lesquelles je pose les rues, et avec une rue même à 75 cm, je gagne 24 heures d'alerte en crulante. 24 heures d'alerte avec ça. C'est-à-dire qu'on commence, finalement, on a sculpté les 7 hectares, et on a gardé la terre sur place parce qu'elle était trop polluée, c'était trop cher de la sortir. Et en fait, tout le monde dit, Eric a mis des pilotis, pas du tout. Le quartier de Romau résiste parce que les creux et les bosses, c'est vraiment ce qui met une claque à la dynamique de la crue. Évidemment, on a mis les rues dans le sens du courant, on a mis les bâtiments dans le sens du courant. Bernard Lassus, à qui je demandais de faire le jardin, il l'a même dessiné comme une flèche en disant, pour pas que les gens meurent, il faut que le jardin dise quel est le sens du courant, parce qu'en fait, c'est ça notre problème. C'est comment imaginer une solution qui n'est pas encore là. On a fait 2 rues comme Fernand Léger, celle qui est près de la ville, elle est droite, celle qui est près de la rivière, elle est courbe. Ça permet de dire à un enfant de 5 ans, quand tu es sur la rue courbe et que l'eau monte, va vite sur la rue droite. Vous voyez, ce n'est pas exactement ce que nous proposent les PPRI en interdisant tout. C'est un mécanisme où la phénoménologie s'engage comme ça à l'intérieur du dispositif. Mais c'est un peu comme ça que j'avais fait l'école, en disant, si tu vas aux toilettes et que tu ne reviens pas, on le saura. Mais en même temps, parce que ce qui conduit à l'abri, c'est que la maîtresse ou le maître est responsable de l'enfant. C'est bien souvent à cause de ça qu'il ne le laisse pas aller aux toilettes, parce que s'il ne revient pas, c'est quand même la prison ou l'enlèvement. Les Alzheimer et les fugues, c'est la même situation. Donc on voit bien qu'on est dans des jeux de décision, et finalement, moi, je n'ai jamais à décider, parce que je suis qu'avec des gens qui me disent non, mais sur les déblais-remblais, eh ben, ils n'ont pas pu faire autrement. On construit le quartier. Ségolène Royal trouve que la démarche de parler à un préfet et à un maire en même temps est géniale. Elle nous remet le Grand Prix d'architecture en zone inondable. Il n'y a pas une goutte d'eau dans le quartier encore. On a le Grand Prix en 2016 et arrive la crue de 2016 un mois après. L'eau rentre dans le quartier. On a quand même des cotes à moins 1,50 m grâce au bassin de rétention. On a des cotes à moins 1 mètre. On a des cotes à 0, plus 50, plus 1, plus 1,50. Ça fait des belles amplitudes, mais ça fait, je ne me prends pas pour un architecte Maya, hein, mais ça fait quand même des niveaux qui sont référencés à plein d'endroits. Et même quand à un moment je dois faire des pilotis, plein d'archives me disent, Eric, pourquoi tu fais des demi-pilotis? Je dis simplement, je fais la hauteur à laquelle je pense que ça va arriver, parce que si on est trop haut par rapport au jardin, on ne se servira plus d'un jardin et on ne comprendra pas, comme sur une dalle, ce qui est en train de se passer. Donc ce rapport entre proximité et distance est, à mon avis, de l'architecture. L'eau rentre dans le quartier, elle rentre, elle comble les trous à moins 1,50 m. Le maire m'appelle, l'État, Eric, c'est génial, l'autoroute A10 c'est bloqué, je ne peux pas y aller. Puis finalement, elle arrive à 0, ce qu'on appelle le sol naturel. Mais qu'est-ce qu'un sol naturel? Parce que j'ai 7 côtes sur l'endroit. Tout le monde dit, bah, c'est bien. Elle monte à 50 cm, c'est parfait. Elle monte à 1 mètre, c'est-à-dire qu'elle arrive aux routes. 75, les trottoirs sont plus 20, plus la pente à 2%, on est à 1 mètre. Et là, le maire panique. Il me téléphone. Et les habitants d'ailleurs m'appellent aussi, tous, en disant qu'est-ce qu'on fait? Et ben, je leur dis, ça fait 24 heures que vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous trouvez qu'il y a du courant? Où est le sens du courant? Est-ce que vous avez bien compris tout ça? Est-ce que vous avez sorti les voitures? Il y a quand même des duplex partout, ils remontent les meubles. Et puis tout d'un coup, l'eau se met à dépasser les 1 mètre. Le maire furieux. Eric, je le savais, tu t'es trompé, j'aurais jamais dû te faire confiance. Et je sais en fait que quand l'eau reste là, c'est ce qui va sauver le quartier, parce qu'en fait, c'est autant de quantité d'eau qui est là dans le jardin et qui n'est pas là dans les bâtiments, immeubles ou maisons, et qui n'est pas là non plus dans les quartiers en aval, c'est-à-dire qu'on sent qu'on protège aussi de l'amont vers l'aval, ce qui est quand même assez satisfaisant. Et finalement, l'eau atteint 1,45 m pour 1,50 m, mais elle aurait été 1,60 m, c'était vraiment pas grave, on aurait mouillé quelques dalles de plancher. Et ce sur quoi j'avais travaillé pendant 2 ans, c'est pas l'entrée de l'eau, c'était la sortie. C'est ça que j'ai travaillé sur cette maison-là. Ce qui est le plus important, les gens du Pas-de-Calais l'ont tous compris maintenant, c'est que si l'eau ne sort pas, les gens du Bangladesh, pareil, ben là, votre maison, elle est morte. C'est-à-dire que prenez un bain ce soir dans une baignoire une demi-heure, ça marche. Si vous le prenez 3 semaines, vous n'avez plus de peau sur le bout des doigts. Donc, c'est ces questions-là qui font que le maire ne comprend pas qu'on est en train de jouer un vivre avec la rivière.
Et Sybille Vincendon, la journaliste de Libé, d'ailleurs, est très sympa, m'appelle et elle titre le lendemain en disant un quartier touché mais pas coulé. Et je pense que c'est ça la dialectique de l'abri et de l'ouvert, c'est qu'est-ce qu'on perd pour pas perdre tout. Et donc je pense que cette maison, elle est un peu sur ce dispositif. Du coup, je sens bien que la question des inondations, comme la question de l'usage, me fait appeler trop souvent, hein, pour le dire gentiment. Une fois que j'ai fait ces trucs-là, la DDT et le préfet de Mandelieu, qui a été touché, lui, en 2015 et 2019 avec mort, dit « Eric, tu vas nous accompagner ». Je ne suis pas à Mandelieu, là, je suis en Californie, mais je raconte ça parce que c'est le chemin de la Californie. Tu vas nous accompagner voir le maire de Romorantin, parce que comme il a eu 2 claques d'inondation, eh bien, on va lui expliquer que 80% de son territoire est devenu inconstructible. C'est pas super comme job d'archi, parce que c'est pas super bien payé. C'est vraiment, pour 5 000 €, vous allez vous faire engueuler par un maire à qui vous allez expliquer qu'il va y avoir 80% de sa ville qui se ferme. Eh bien, à Mandelieu, on démarre le plus grand projet de métamorphose. C'est un des projets que j'expose à Venise. Parce que le maire n'en a plus fait un projet hydraulique, il en a fait un projet, j'allais dire, de société, un projet de métamorphose urbaine. C'est vraiment ça qui vient de se passer dans son univers. Il n'est plus avec Artelia, il n'est plus avec un Gérope. Il est en train de se dire que j'ai convoqué pour lui et l'inondation et les canicules et l'incendie, et qu'il est en train, même s'il a perdu 80% de sa ville, enfin de métamorphoser Mandelieu. Quand je suis à Mandelieu en 2020, ça tombe sur la tempête Alex, vous avez entendu parler de ça. Et donc, on m'envoie, bon là je gagne le concours, parce qu'il faut de temps en temps, en dessous de 40 000, je peux y aller direct, mais au-dessus de 40, il faut quand même que je passe par le concours. Et on m'envoie avec à nouveau le préfet et les maires redessiner 10 villages. 5 dans la Roya, 2 dans la Vésubie, 3 dans la Tinée. C'est des situations très compliquées. Vous montez avec le préfet qui vous dit « la prudence nous amènerait à plus rien faire », et vous arrivez à Saint-Martin-Vésubie où le maire vous dit « si tu ne me redessines pas les 161 maisons, tu peux toujours rentrer à Paris ». Donc, c'est exactement les mêmes situations de maïeutique que j'avais rencontrées avec les écoles ou avec les inondations. Donc, je suis en train de chercher aujourd'hui, après cette deuxième topique que je vais appeler catastrophe naturelle, une troisième topique qui est qu'est-ce qui pourrait faire que l'architecture engage, et je pense que le titre que j'ai choisi, c'est engage vers le vivant. Vous voyez, autant le vivant des humains que des non-humains vivants. C'est-à-dire que la 6e extinction de la biodiversité me passionne en permanence, et je vois surtout qu'au moment où il est très compliqué, vous le voyez bien, que chaque population voudrait qu'on prenne soin d'elle, qu'on prenne abri pour elle, eh bien, ne joue jamais l'adaptation. Regardez ce qui vient de se passer, même de manière législative, on vient de perdre les ZFE, on a gardé le glyphosate, on a du mal avec Lausanne, et personne ne sait communiquer là-dessus. Je pense que le chemin du vivant est un chemin qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre pour nous, pas que comme une tactique, comme une stratégie absolument passionnante. Et là, je vous montre le dessin d'une artiste formidable qui s'appelle Patricia Johansson, qui était d'abord une grande artiste, j'allais dire moderne, pratiquement cinétique, à New York. Et puis tout d'un coup, elle s'est dit que l'art ne suffisait pas tout seul, et elle a accroché sa dimension artistique au vivant. Et dans ce dessin-là, on demande à Patricia de faire une station d'épuration. Et donc, elle aurait pu le faire, comme je propose de temps en temps, des dessins de tuyaux, les bassins, la station d'épuration. Eh bien, elle avait déjà fait un coup comme ça sur les jardins de la baie de San Francisco, en disant, pour que j'intéresse la population, que j'intéresse les familles, il faut autre chose que simplement dire que l'eau, elle était sale et qu'elle va devenir propre. C'est elle qui fait d'ailleurs la grande extension du musée de Houston de sciences naturelles, en proposant comme ça un système où vous avez des nouvelles bactéries, où vous pouvez marcher sur des dos de faux serpents. Et donc, à chaque fois, elle convoque un animal irreconnaissable, et qui est l'animal en voie de disparition. Donc ici, Patricia fait un dessin de la souris de Californie, qui est en train de disparaître, qui est, comme on dit, on est presque sur, est-ce que la composition doit se voir ou pas, hein, on est presque sur les grandes théories du paysage du XVIIIe siècle. Donc elle fait un dessin de cette souris, que vous voyez que si je le dessine, mais quand vous êtes sur place, ça lui permet de faire une forme. Eh bien, on est dans le jeu du dessin, du passant d'un bassin à un deuxième, un troisième, un quatrième. Évidemment, Patricia a eu beaucoup de critiques avec cette approche-là, mais moi, je vous la montre parce que je la trouve absolument passionnante, et que,
Avec ça, elle engage un rapport sur la biodiversité. Vous voyez, je viens de faire 2 conférences avec Valérie Masson-Delmotte, qui ne prend pas ce chemin-là. Elle nous dit, c'est le GIEC, c'est la connaissance, c'est ça. Elle engage des vrais conflits. Le vrai conflit que son usine a provoqué, c'est qu'il y a eu beaucoup d'oiseaux qui ont fait des œufs, et il y a eu beaucoup de loutres qui sont venus pour manger les œufs. Je dis ça parce que tous les sujets pourraient se résumer à ça, comme l'abri et l'ouvert. Et la population s'est séparée en 2 camps. Ceux qui étaient pour les oiseaux et ceux qui étaient pour les œufs, pour les loutres. C'est-à-dire la nourriture par les œufs. C'est les oiseaux qui ont gagné. Ils ont bougé les loutres. Mais il y a eu énormément de conversations. Il y a eu énormément de politique. Il a fallu trouver un autre habitat aux loutres. Il a fallu s'organiser. C'est exactement les problèmes que j'ai. Alors, je ne veux pas dire que les habitants du Pas-de-Calais ou de la Vésubie sont des loutres et des oiseaux, mais je veux dire que on est là-dessus. C'est-à-dire que même quand je suis à Saint-Martin, au-dessus de Saint-Martin, c'est quand même la vallée des loups. Et à un moment, il y a des questions, alors que j'ai un pont fusible qui marche super bien, qui coûte 200 000 €. Quand il est cassé par Alex puis Aline, on peut le réparer en 1 semaine et on se dit qu'on va peut-être en dépenser 3 millions pour faire un pont résilient. Pour enjamber quoi, je ne sais pas bien, alors que l'eau passe dessous. Donc, toujours cette obsession que l'eau, vous voyez, passe sans toucher, qu'on soit à l'abri de manière comme ça, de trop grande performance. Et un sujet qui m'intéresse, que ça fait des nouveaux dessins. Et je continue mon tour du monde. Hein. Ça, c'est Stig Anderson, que j'invite à Venise d'ailleurs le 21 novembre, qui est sur ces jeux-là aussi. C'est un paysagiste de Copenhague. Et là, c'est pas Copenhague, c'est en face, hein, c'est Malmö. C'était le truc où Calatrava avait décidé qu'il faisait une tour écologique parce qu'il avait fait la forme du tournesol qui tourne. On se dit, merci Calatrava, super message. Personne n'y croit, quoi. Vous voyez, c'est le tournesol parce qu'il tourne. Vous voyez, je préfère la loutre et les oiseaux. Je préfère les grandes classes et les grandes bibliothèques. Et donc, Stig se dit que dans ce quartier-là, il doit faire un jardin. Et effectivement, c'est un morceau de la Baltique. Et il convoque des dessins qui sont en fait le changement climatique. C'est-à-dire qu'il fait ce grand chemin comme un morceau de banquise en train de fondre. Et pour être sûr que les habitants le comprennent, il y a des bornes sonores qui vous expliquent que c'est en train de fondre et que c'est en train de se passer. Il vous fait des vrais biotopes, parce qu'on est toujours à dire Alliance Ville-Nature. Non, il sait qu'il y a plusieurs natures. Et il fait des biotopes pour dire que là-dedans, on n'ira jamais, alors qu'il y a d'autres endroits, on ira pique-niquer. Donc il ne met pas, ce que peuvent faire trop souvent les écologistes, la nature dans une sanctuarisation impossible, et il fabrique comme ça des gradations. Donc c'est à nouveau un exemple, ce gars-là est pas mal, c'est un exemple de gradation entre abri et ouvert, parce que la nature aussi doit être à l'abri. Et donc, si vous ne la protégez pas du nombre d'habitants, elle va mourir. On a la même chose avec les coraux. Et ce que je peux vous dire, c'est que sur l'abri de la nature, quand je suis dans les vallées et que je demande à donner un coup de main à la nature en imposant de rajouter du remblai, on me dit « Eric, tu n'y penses pas, tu es vraiment un homme scandaleux. La nature doit s'en sortir toute seule, c'est comme ça qu'elle nous protégera le mieux. » C'est exactement ce que me dit le patron de la Biennale à Venise. Tu n'y mets pas un pied. Et donc moi, je continue à penser que pour apprendre à nager, il faut aller dans l'eau, et pour apprendre à faire la nature, il faut aller aussi avec elle. C'est pas moi, hein, ça c'est Stig. Et voilà des images. Et là, quand vous arrivez au fond de ce qui fait le récit, évidemment, vous voyez, ça fait des formes tout à fait intéressantes. Voilà les biotopes, voilà les récits. Et il vous fait passer sur une petite passerelle. Donc, évidemment, aucun des garde-corps sont aux normes qu'on pourrait dire françaises. Et quand vous arrivez au bout, mais j'ai jamais vu mieux parce que je viens de passer 2 jours pour défendre les océans à l'UNOC, là, à Nice. Quand vous arrivez au bout de la passerelle, vous découvrez un jardin sous-marin. En fait, il y a un biotope sous l'eau. Et ça, comme cours pour ne pas jeter du plastique dedans, c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'architecture vous engage dans un univers et vous vous dites, mince, il y a quand même quelque chose, y compris sous la surface de la brillance. Et donc, entre les glaciers et le biotope sous-marin, je me dis qu'il y a quand même quelques personnes de notre univers qui font des choses pas mal. Ce projet, vous le connaissez tous, mais il est intéressant parce que j'ai fait une enquête comme ça à Richmond, c'est donc le magasin Best par le groupe Site, où ils disent, OK, on a compris, il y a un grand supermarché, on le met à l'arrière, mais devant, on met Best pour être sûr que ce soit là qu'on fait ses courses, et entre les deux, on fait une forêt. Et devant,
on commence à avoir une attitude, vous l'avez vu, sur est-ce que la société de consommation, est-ce que les voitures vont rester intactes par rapport à aujourd'hui. Pratiquement des idées à la Stig de glaciation ou de critique. C'est ce que j'appelle l'architecture insolite, c'est-à-dire que on ne peut pas continuer à envoyer comme ça tous les jours la carte qui fait qu'à un moment on était bleu, que maintenant on est devenu rouge. Je ne vois pas, moi, mes gamins ou mes petites filles changer avec ça. Par contre, les questions qui se posent par l'architecture insolite font que les gens parlent. Et quand on parle d'architecture, et c'est très étonnant, parce qu'il n'y a que les revues qui pensent qu'on parle d'architecture, mais en fait, les gens peuvent parler d'architecture. Tu le sais, avec Jacques Boulet, il arrivait à faire parler l'architecture. Les gens... Réellement, le résultat des enquêtes sur ça, c'est est-ce que la forêt prisonnière, là, elle était là avant la construction du bâtiment? Ce que je trouve une question absolument géniale. Vous voyez, genre, je sais pas quoi, il y avait un EBF, un EBF, espace boisé classé, le préfet y tient, et donc on est obligé de faire une première façade, une deuxième façade, c'est ce que j'avais aussi dans les vallées. J'avais aussi des espaces boisés classés, même quand la rivière avait à peu près arraché tous les arbres, on les conservait réglementairement. Ou est-ce que la forêt... Deuxième attitude réflexive, annonce le fait que la consommation va s'arrêter et que la forêt va reprendre ses droits. Je trouve que si l'architecture arrive à engager ça pour un enfant de 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est mieux que de se plaindre de son comportement moral avec son téléphone, quoi. Donc je trouve que là, pour vous dire, le centre commercial, quand je l'ai visité, il avait fermé, c'est devenu une chapelle évangéliste. Je ne dis pas que la religion a gagné sur la consommation, mais à cet endroit-là, le bâtiment a déjà subi une vraie transformation. Mais à nouveau, vous voyez, ça fait 3 fois que je fais la théorie de la faille. Chez Ralph Erskine, pour passer d'un univers fermé à un univers ouvert. Chez Stig Anderson, de la banquise à l'espace invisible. Chez James Wines, de la société de consommation à la société de la voiture. C'est-à-dire que vous verrez dans mon livre, j'ai comme ça toute une série de choses, la prise du site, la faille, l'espace transitionnel. On est vraiment avec des trucs presque comme les doudous des enfants. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le sens, je citais Winnicott, vous savez, ces objets qui nous permettent de transporter un morceau de sa maman jusque dans l'école. Je pense que l'architecture peut nous faire comme ça transporter des choses, puisqu'on est face à quand même un monde qui s'accélère et qui est un peu inconnu. Donc il nous faut, pas tous emporter nos doudous, mais il nous faut emporter des choses, sinon on va continuer à paniquer et à demander des abris et des étanchéités absolument infernales. Et ça, Stig le fait dans un jardin magnifique, là on est au nord du Danemark, où il fait rien, il fait un sol comme ça, il met dedans des morceaux d'huîtres, on est au bord d'un port, et c'est possible. Vous voyez, moi j'habite à côté du jardin du Luxembourg, j'ai pas le droit de marcher sur l'herbe. On se dit, waouh, donc on est dans la catégorie biotope de Stig, vous voyez, au bout. Mais aucune herbe. Enfin, de temps en temps, il y en a une où vous pouvez y aller, mais c'est quand même des drôles de décisions. Mais en même temps, si tout le monde marchait sur l'herbe, il n'y aurait plus d'herbe. Donc c'est pas une drôle de décision, c'est une décision. Là, il vous fait marcher sur des bruits qui sont en fait les déchets des pêcheurs du matin, sur lesquels les enfants peuvent jouer. Il fait en sorte que ces endroits-là soient tout le temps irrigués par l'eau en période de canicule. Je continue à penser que les grands auteurs comme ça sont des gens qui convoquent 2 systèmes d'aléas. C'est très difficile parce que là, je démarre le chantier de la ville de Trèbes qui a été très fortement touché en 2018. 17 morts, 52 maisons enlevées, donc on démarre le chantier. Et c'est très compliqué parce que j'arrive sur le terrain, je parle de hauteur d'eau avec des gens qui ont vécu des 4 mètres d'eau, des 7 mètres d'eau, et au moment où je leur parle, ils sont dans une telle canicule, un tel étiage et un tel manque de ressources qu'ils sont en train d'arracher leurs vignes. Donc c'est ça que je voudrais que l'architecture permette d'emmener. C'est compliqué de dire à quelqu'un, tu vas reprendre 7 mètres d'eau quand il est en train d'arracher son champ de vigne. C'est-à-dire que même s'il l'a vécu, il ne vous croit plus. Et ça, c'est le grand problème de ce que j'appelle la reconstruction à l'identique, qui, à mon avis, après l'étanchéité, c'est ça que je voulais vous dire, j'ai presque fini, la deuxième piste d'enfermement impossible, et que réclame tout le monde. C'est comme une forme de résilience, c'est pour ça que je n'aime pas forcément le mot de résilience, parce que ça conduit assez vite sur la transformation et la reconstruction à l'identique. Les assureurs jouent un rôle un peu pénible là-dessus, c'est pour ça que je les ai emmenés à Venise, parce qu'il faut qu'on change le système de transformation après coup, mais l'identique n'est pas possible non plus. Donc c'est sûr que, pour le dire vite,
La vallée d'Alex, c'est quand même 1 milliard. Vous voyez, donc si vous remettez à l'identique 1 milliard, vous reperdez 1 milliard dans combien de temps? 4 ans, 5 ans? Le Pas-de-Calais, c'est 640 millions. D'abord, on n'a pas l'argent. Et le remettre 640 millions, c'est le repayer une fois. Los Angeles, j'en dis rien, c'est quand même 100 milliards, ce qui vient de se passer à Los Angeles avec les incendies. Donc effectivement, ça peut faire un peu naïf de dire qu'on marche sur des coquilles d'huîtres et qu'on regarde l'eau traverser comme un chemin vers le ciel. Mais je pense que ce sont des systèmes pédagogiques absolument passionnants pour apprendre à vivre avec cette incertitude. Et je vous montre le dernier projet. C'est un des projets les plus intéressants. Diana, quand c'est l'après-Sandy, donc vraiment ce qui ravage toutes les îles de Manhattan, vient me voir au bureau et me dit « Eric, j'ai appris que tu travaillais comme ça avec des anciens biefs de mouvements de terrain. » Je lui dis « Écoute, c'est pas gagné, l'État veut pas que je fasse des mouvements de terrain. » Et elle s'associe avec Rem Koolhaas et ils regardent des cartes, ils sont un peu sérieux quand même à l'OMA, vous voyez, mais Patricia est quand même, c'était la femme de César Pelli, mais de nos grandes paysagistes, c'est celle qui fait le jardin de Bilbao à côté de Guéry. Et il repère cette grande trace blanche. Il découvre que, historiquement, Hoboken n'est pas une île, mais deux, qu'il y avait un grand bief, et qu'on a fait comme partout, on a comblé le bief et on a construit dessus. Enfin, pardon, mais les Watreng du Pas-de-Calais, c'est pareil. Dans les vallées, on a toujours aplati les choses et on a construit dessus. Les deux trucs que j'arrivais pas à enlever à Trèbes, c'était quand même une piscine et un lac. C'est-à-dire une présence d'eau au bord de l'eau, avec donc un talus, parce que dès que c'est horizontal, il y a un talus qui empêche l'eau de couler, et un lac. Il nous a fallu batailler encore 6 mois pour enlever un lac au bord de l'eau. C'est-à-dire que, même quand vous montrez ça, le lac empêchait l'eau de passer sous le pont. Et ben en fait, le bief était comblé, et évidemment, après tout le monde se dit, tiens, les maisons ont bougé. Donc ils avaient proposé de refaire une géographie. Évidemment, dans ce bief, de le creuser, de faire une vingtaine de bassins de rétention, c'est-à-dire de conserver énormément de mètres cubes, et quand il n'y avait pas l'inondation, de faire que dessus ces bassins, eh bien, on puisse en faire un espace de mobilité, un espace public, un espace où tout le monde peut se dire aujourd'hui il fait beau, le plaisir est là, mais si demain il pleut, c'est l'endroit le plus dangereux. Et c'est comme une marée basse, une marée haute. Je trouve ça formidable parce que personne ne veut changer, parce qu'on ne dit jamais ce qui va se passer à la place. Alors qu'en fait, je vois quand même toutes les plages de l'Atlantique, au moins, c'est pas pareil en Méditerranée, qui sont utilisées par des gens, enfin, on se marre quand même tous les étés de ceux qui n'ont pas bien compris à quelle vitesse ça remontait et qui perdaient serviettes et espadrilles. Ça, c'est un jeu de rôle, mais perdre enfants et grands-parents, ça l'est beaucoup moins. Donc, vous comprenez bien que ce jeu de mettre en convivialité, en espace de bien commun, en rapport à l'événement, qui annonce lui-même, et de façon imaginaire, et de façon formelle ou de façon biologique, un autre univers, ce sont des choses qui sont passionnantes et que j'avais envie de vous montrer ce soir. Et je vous remercie beaucoup.